Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal de 20h. Au sommet de cette édition, parlons éducation. Moustapha Mamba Guirassy dresse le bilan de la rentrée scolaire à Ndiaganiao et un reportage revient sur l'application mitigée de l'interdiction des téléphones portables dans les écoles. À suivre dans cette édition. Nous aborderons ensuite l'impact des réseaux sociaux sur les familles sénégalaises, un phénomène qui accentue l'isolement et pose des questions sur la cohésion sociale et la solidarité. Vous suivrez un reportage dans cette édition. Enfin, sport, avec les éliminations du Mondial 2026, les Lions du Sénégal affrontent ce jeudi le Soudan du Sud et se préparent pour le choc décisif contre la Mauritanie. Les supporters attendent la victoire, saluent l'hommage à Sadio Mané et dénoncent l'augmentation du prix des billets. La suite dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a effectué une visite dans plusieurs écoles de la commune de Ndiaganiao. Il a salué le bon déroulement de la rentrée scolaire au niveau national. Toutefois, il a relevé plusieurs difficultés, notamment l'inondation de certaines écoles, le manque de tables-bancs, l'absence de matériel numérique et l'état de délabrement de certains établissements. Moustapha Mamba Guirassy s'exprimait au micro d'Astoso Ousmane Vité. Ici, en particulier à Ndiaganiao, qui a été choisi symboliquement pour visiter donc certaines salles de classe, certains établissements et communier avec les élèves. Il y a malheureusement quelques établissements qui sont encore dans des difficultés. C'est notamment donc le cas de Diourbel. On nous signale en fait qu'il y a 3 établissements, 3 localités où la question des établissements encore dans des difficultés liées aux inondations. Environnement d'apprentissage. Malheureusement, qui n'est pas toujours le meilleur des environnements pour accompagner l'élève. Donc des tables-bancs qui continuent donc à manquer. Parfois, c'est les déficits qu'on nous signale. C'est parfois le matériel informatique. Dans une ère numérique, naturellement, ça fait très mal. Mais vous avez entendu le président de la République et le Premier ministre parler de la stratégie numérique pour l'éducation. C'est une transformation profonde du système éducatif. Il y avait un octobre rouge pour le G7, mes partenaires du G7, au nom du gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui a trouvé une situation, malheureusement, qui est là, les décisionnaires. Donc le gouvernement est aussi un brassard rouge pour dire qu'il faut absolument en finir avec cette question-là. Et heureusement que le Premier ministre, lors du dernier conseil interministériel, l'a clairement dit, cette année, cette question-là va être complètement vidée. Une directive a été donnée pour vider donc cette question-là des décisionnaires. Restons dans le même sillage. Dans les établissements scolaires, l'usage du téléphone portable est désormais interdit par le ministre de l'Éducation nationale en question. Cette décision vise à favoriser un environnement d'apprentissage plus serein et concentré. L'application de cette décision par les élèves reste mitigée. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. L'interdiction des téléphones portables dans le milieu scolaire est un sujet d'actualité avec la rentrée des classes, mais reste à savoir si elle est appliquée ou non par les élèves. Il est 10h, nous sommes au lycée Blaise Diagne. Ici, le silence règne et le manque d'engouement des élèves se fait ressentir à travers les quelques élèves venus s'inscrire dans la cour. Ils discutent en petits groupes tout en restant connectés à leur téléphone, censés prendre retraite durant toute l'année. Interrogé sur la question, cet élève nous souffle qu'il est obligé d'amener son portable pour plusieurs raisons. Je compte l'envoyer quand même pour des besoins. Vous savez, parfois, vous venez à l'école, votre argent se trouve sur Wave, tout ça, ou bien vous êtes obligé, si vous avez des problèmes, d'appeler les parents, tout ça. Donc, je vais l'amener quand même, mais pas l'utiliser au sein de l'école pour des tricheries, tout ça. Un peu plus loin, c'est le même son de cloche pour Mohamed Sen, qui a amené son téléphone avec lui dès le 2e jour de la rentrée. Il explique son choix. On a besoin de téléphone
Parce que comme on est élève en premier S1, quand on a des intercales entre 10h et midi, au lieu de se balader dans l'établissement, on peut avoir des documents à faire les exercices. Alors que ces documents peuvent se trouver dans le téléphone, on peut faire ces exercices. Mais comme ils ont dit que le téléphone est formellement interdit, donc on préfère d'aller ailleurs, comme dans les bibliothèques qui sont en dehors de l'école, pour faire les exercices. Si certains disent qu'ils ne sont pas capables de respecter la décision, d'autres se plient aux exigences. Je vais respecter la décision du gouvernement et j'exhorte à tous mes camarades de faire pareil pour ne pas fatiguer le principal, le professeur, de même que les autres. Derrière cette mesure se cache une multitude d'objectifs visés, à savoir faire de l'école un temple du savoir. L'un des élèves du lycée est d'avis que les téléphones pourront réduire les risques de tricherie. Pendant les évaluations, font la tricherie et ont de bonnes notes. Alors que si on se base seulement sur leurs compétences, il se pourrait même qu'ils n'auraient pas de si bonnes notes. Mais également, ça va permettre aux élèves d'être plus concentrés. Entre nécessité pratique et discipline, la question reste entière. Les téléphones pourront-ils un jour disparaître totalement des cours? Et puis retour sur Mbour. Dans la nuit du mardi au mercredi, la police a mené une vaste opération à Mbour et à Saly-Portudal. Bilan, une soixantaine de personnes arrêtées, des véhicules saisis et de la drogue retrouvée. Cette action conjointe vise à renforcer la sécurité et la libre circulation. Le commissaire central Baragnan appelle les populations à collaborer avec les forces de l'ordre. Il s'exprimait au micro d'Astoso Ousmane Bité. Dans le cadre de cette même opération, nous avons eu à investir certains secteurs, comme je disais, aussi bien dans le secteur de Mbour que celui de Saly. Nous avons commencé par Mbour, nous avons investi certaines zones qui sont considérées comme criminogènes, à savoir le quartier Djamagun, le rond-point Ndadje. Nous avons également effectué des descentes au niveau de Saly et sur place on a eu à interpeller un peu plus de 60 personnes pour diverses infractions. Et ça c'est un bilan à mi-parcours parce que c'est une opération qui va se dérouler durant toute la nuit. C'est un double objectif qui consiste à rassurer les populations, mais également dissuader certains qui seraient tentés de commettre des infractions à la loi pénale. C'est un dispositif qui est composé aussi bien d'éléments en tenue, mais d'éléments en tenue civile. Ce sont ces éléments-là qui investissent le secteur. D'ailleurs, on a eu à interpeller certains au niveau de Djamagun pour détention. Je vous l'annonçais également en titre, depuis l'essor des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, un isolement notable se fait sentir au sein des familles sénégalaises, alors que certains pointent les réseaux sociaux comme cause principale, d'autres évoquent la conjoncture économique et le manque de temps pour échanger. L'esprit de famille et la cohésion sociale semblent aujourd'hui menacés par un individualisme grandissant. Un reportage signé Néla Ndiaye Sérignan. Depuis le développement des nouvelles technologies au Sénégal, matérialisé notamment par la montée en puissance des réseaux sociaux, un isolement significatif des individus est observé au sein des familles. Cette situation se justifie par une absence de communication entre les membres d'un même foyer. En fait, l'avancement de la technologie a beaucoup changé les comportements au sein des familles. À la descente, les gens se discutaient beaucoup, échangeaient. Mais maintenant, tel n'est plus le cas. À la descente, tout le monde se concentre sur son téléphone. Les parents n'ont plus de temps pour éduquer et recadrer les enfants, donc la plupart de ces enfants sont scotchés sur les écrans et ils croient que tout ce qu'ils voient à la télé ou bien sur les écrans c'est la réalité et ils essayent de copier ces habitudes. Donc je demande aux parents de consacrer plus de temps aux enfants. Si certains soutiennent que cet isolement a été favorisé par l'avènement des réseaux sociaux, d'autres en revanche estiment qu'il est plutôt dû à la conjoncture économique qui fait que les gens n'ont plus le temps de...
Merci Ndella Ndiaye. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Pour l'actualité internationale de ce jeudi 9 octobre, à Bruxelles, le président congolais tend la main à son homologue rwandais pour faire la paix au Kenya. Le procès du massacre de Shaola au Kenya, le journal d'un fidèle de la secte détaille la mort de dizaines d'enfants. Au Moyen-Orient, Donald Trump, fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase de son plan de paix. Le tour de l'actualité internationale avec Aïssa Touba. L'actualité hors de nos frontières de ce jeudi 9 octobre, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé à Bruxelles son homologue rwandais Paul Kagame à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves et cesser les violences dans l'est de la République du Congo. Je prends à témoin l'assistance ici présent et le monde entier, dit-il lors d'un forum auquel participait également. En Mombasa se déroule actuellement le procès du Paul Magzeni, pasteur de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle, pour meurtre et torture sur enfants à l'origine de la mort de centaines de fidèles dont les dépouilles avaient été découvertes à partir de mars 2023 dans le sud-est du Kenya. La divulgation du journal intime d'un porté disparu jette une lumière crue sur le décès de jeunes victimes. En France, la tombe de l'ancien ministre de la Justice Robert, qui doit entrer ce jeudi 9 octobre au Panthéon, a été dégradée au cimetière parisien de Bagnon, a indiqué l'AFP. La mairie de cette ville, la municipalité a évoqué la présence sur la sépulture de tâches qui insultent ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire, a dénoncé le président français Emmanuel Macron. Le président américain a annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libres et très prochainement, indiqué le président américain. Le Qatar confirme également un accord entre Hamas et Israël sur la première phase du cessez-le-feu. Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré ce matin 9 octobre le premier ministre Benjamin Netanyahou. De son côté, le Hamas a annoncé être parvenu à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza. Le mouvement islamiste appelle Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement l'accord. Le chef de l'ONU appelle de son côté toutes les parties à le respecter pleinement. Revenons au Sénégal tout en restant sur l'Inter. Le gouvernement du Sénégal a salué l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, le qualifiant d'avancée significative vers l'abaissement des tensions au Moyen-Orient et l'allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza, selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, publié ce jeudi 9 octobre. Par ailleurs, le Sénégal a aussi exprimé sa reconnaissance aux pays et aux acteurs régionaux et internationaux qui ont contribué à la médiation décisive de cet accord. Toutefois, le gouvernement exhorte les parties concernées à un respect strict des engagements pris et de faire preuve de retenue afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix. Parlons sport. Le sélectionneur Pape Thiaw et le milieu de terrain des Lions étaient en conférence de presse d'avant-match ce jeudi. Ils ont abordé la rencontre contre le Soudan du Sud, décisive pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Selon le coach, les Lions s'attendent à un match difficile, mais il faudra terminer le travail sur le terrain, à commencer par l'avant-dernier match de ces éliminatoires ce vendredi au Stade national de Djouba. Écoutons le coach Pape Thiaw. On s'attend à un match difficile face à une équipe soudanaise très athlétique qui a réussi à prendre des points contre des grandes équipes. Donc voilà, nous on est préparés à toutes ces circonstances pour pouvoir
garder notre première place et prendre ici les 3 points et garder les chances pour pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde qui nous tient à cœur. Je pense que mes joueurs, ce sont des compétiteurs. Ils savent ce qui leur attend. Ce n'est pas du tout un match facile. C'est sûr, ce n'est pas le même contexte face à la République démocratique du Congo, le match précédent. Mais voilà, après, quand tu as des compétiteurs, ils savent c'est quoi une Coupe du Monde. Ils ont envie d'y retourner. Et il y a certains qui n'ont jamais participé, ils ont envie d'y participer. Et je pense qu'ils sont déterminés pour venir chercher les 3 points. Et comme je l'ai dit à la question précédente du monsieur, garder notre pole position et avoir toutes nos chances pour se qualifier pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je pense que cette pression sera positive. Pourquoi ça sera positif? Parce que nous, on va être focus sur ce match. La RDC, son résultat au moment du match ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est plus le match contre le Soudan. C'était Pape Thiaw. Restons dans le même siège. Les supporters sénégalais se mobilisent pour le match de ce jeudi face au Soudan du Sud. Conscients de l'importance capitale de cette rencontre, au-delà de la victoire attendue, ils appellent les Lions à respecter leur adversaire, dénoncent l'augmentation du prix des billets et saluent l'idée de rendre hommage à Sadio Mané lors du prochain match contre la Mauritanie. Les détails à suivre avec Abdoulaye Dieye. Les Sénégalais se préparent déjà pour le match de ce vendredi entre le Sud-Soudan et le Sénégal. Une rencontre capitale puisque une victoire permettrait aux Lions de se mettre à l'abri avant leur affrontement contre la Mauritanie. Malgré les absents, je reste convaincu que nous allons gagner le match. Je fais confiance à l'équipe et aux joueurs appelés. Certes, nous sommes supérieurs au Soudan, mais il faut faire très attention et ne pas les minimiser. Notre match contre la Côte d'Ivoire doit nous servir de leçon. Malgré la confiance affichée par les supporters, ces derniers conseillent aux joueurs de respecter leur adversaire afin d'éviter tout piège comme celui survenu lors du match contre la RD Congo. Je pense que nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. Les joueurs se connaissent bien et ont l'habitude de jouer ensemble. Moi je dis, je donne conseil, ton adversaire, il ne faut pas le négliger. Il faut jouer comme les Ivoiriens. Je préfère qu'ils jouent, être serein, mouiller le maillot pour ton pays. Concernant l'augmentation des prix des billets pour la rencontre du 14 octobre, les supporters dénoncent cette décision et demandent à la fédération de réviser les tarifs. Ils ont parfaitement raison parce que actuellement le pays là, ça ne bouge pas. L'argent, ça ne suffit pas. Déjà, le stade est loin. Il y en a certains qui auront un problème de transport. Si l'on ajoute la cherté des billets, cela devient autre chose. Normalement, nous ne devions même pas payer les billets puisque c'est une fête pour permettre à tout le monde de venir regarder le match, soutenir et fêter avec l'équipe. L'idée de rendre hommage à Sadio Mané le jour du Sénégal-Mauritanie est unanimement appréciée pour les supporters. Il le mérite pleinement au vu de ses sacrifices pour le football sénégalais. Sadio Mané est un champion et mérite même plus. Si nous sommes arrivés à ce stade, c'est grâce à lui. Donc, il mérite d'être honoré comme un héros. Le match contre le Sud-Soudan s'annonce décisif pour Pape Thiaw et ses joueurs. Seule la victoire compte pour bien préparer la dernière journée face à la Mauritanie qui s'annonce déjà comme une fête nationale au Sénégal. Non, match. Merci Abdoulaye Dieye Serignan. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.